Bonsoir Ka et bonne année. Bonsoir, bonne année. Nous sommes en 2026 et nous sommes à un moment particulier parce que le monde, surtout la scène internationale, fait face à une série de turbulences qui ont commencé des années précédentes et qui, en ce début de 2026, s'est manifestée par l'invasion du Venezuela par les États-Unis, l'enlèvement du président Maduro par le président Trump et quasiment la mise sous tutelle de ce pays sous l'impérium de Donald Trump. Donc dans ce monde où il y a d'autres fractures, il y a d'autres tensions notamment entre la Chine et Taïwan, entre la Chine et les États-Unis, avec la guerre en Ukraine qui se poursuit, avec multiples crises qui se poursuivent aussi, notamment sur le continent africain où on observe toujours la poursuite des coups d'État, les renforcements des régimes autoritaires. Je voulais poser la question d'emblée, comment stratégie, qu'est ce cabinet qui accompagne les États, les programmes de développement, les entreprises en Afrique et dans le monde, lit ce moment du point de vue de la perspective des Africains? Oui. Merci Franck. Tout à l'heure, quand vous avez dit bonne année, j'ai hésité parce qu'on a du mal là, en début 2026 de dire même, savoir même quoi dire, tellement il y a de turbulences, tellement il y a de perturbations dans le monde en ce moment. C'est intéressant parce qu'on a fait une petite rétrospective et on constate qu'au niveau de stratégie, ça fait depuis le premier trimestre de 2025 que nous tirons un peu la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'Afrique, parce que bien sûr, ce qu'on a vu cette première semaine de janvier n'est pas un début. Moi, je dis c'est l'aboutissement d'une étape. Le monde est en pleine mutation. Ça va passer par plusieurs étapes et on voit bien l'aboutissement d'une étape qui a des secousses assez importantes en ce moment. Mais cette mutation globale que nous observons est à la fois une opportunité et un danger pour l'Afrique. Une opportunité parce que à chaque fois qu'il y a mutation, à chaque fois que ça bouge, il y aura des fissures, il y aura des ouvertures, certaines choses vont se fermer. Et en ce moment en particulier, nous assistons à la fin d'un monde unipolaire, un monde de l'hégémonie américaine et à sa fin, c'est assez clair. Et on entre dans un monde multipolaire, on est déjà entré, c'est déjà fait. Et je crois qu'un monde multipolaire pour les Africains que nous sommes est une opportunité. Parce que quand on a un seul dominant dans le monde, on est plus ou moins obligé de faire avec et selon ce dominant. Mais quand il y a plusieurs pôles de pouvoir économique, de pouvoir politique et de pouvoir militaire, pour l'Afrique, qui, on doit le dire, reste encore pour le moment sur les marges en ce qui concerne que ce soit les transactions économiques dans le monde, que ce soit le jeu politique dans le monde et encore moins le jeu militaire dans le monde. Pour nous, à partir du moment où il y a plusieurs pôles, ça donne l'opportunité de se positionner, ça donne l'opportunité d'avoir plusieurs partenaires et ça, c'est toujours une opportunité de plus d'équilibre pour nous. Ok, je crois qu'on va revenir en détail sur ces multiples opportunités. Mais je tiens à signaler, pour ceux qui nous regardent, qu'en avril 2025, vous avez commis un article intitulé « L'Afrique, l'heure est venue ». Justement parce que Trump était revenu, on voyait déjà une accélération de cette turbulence, une redéfinition du multilatéralisme et beaucoup d'incertitudes de toutes parts, notamment parce qu'il avait aussi relancé la guerre commerciale à travers la hausse des tarifs. Et dans cet article, vous disiez déjà que dans le contexte actuel, même s'il faut saisir les opportunités, il faut déjà être conscient des menaces.
Et vous citez notamment 3 menaces. Oui. Le déficit d'État fonctionnel. Oui. La plupart des États en Afrique restent dysfonctionnels. Actuellement, du fait d'un défaut de stratégie, l'Afrique est le terrain de jeu des puissances. Oui. On voit que la Chine, les États-Unis, les puissances du Conseil de sécurité sont présentes. Mais on voit aussi que les puissances émergentes du Moyen-Orient et d'autres espaces se déploient. Et enfin, il y avait le risque de rester spectateur, parce que dans cette nouvelle grammaire du monde, dans cette nouvelle ordre qui se redéfinit multipolaire, il y avait la question de quel rôle l'Afrique joue. Donc je ne sais pas si ces 3 menaces entre avril 2025 et ce janvier 2026, où nous nous trouvons, elles sont confirmées selon vous, et aussi il y a d'autres éléments sur lesquels vous aimeriez insister pour interpeller. Non, ces 3 menaces sont absolument confirmées. La première menace est, je crois, on peut dire le focus du cabinet stratégie, l'insuffisance d'État fonctionnel en Afrique. Un moment de turbulence, ça demande de conduire, ça demande de tenir bon et de définir pour soi-même, parce que quand c'est turbulent, personne ne définit pour vous. C'est chacun, les grands, on est dans un moment où le proverbe africain, c'est que les éléphants se battent. Et quand les éléphants se battent, ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de ceux qui sont en bas, ce qui veut dire que c'est une opportunité, parce qu'ils ne sont pas en train de regarder ceux qui ne sont pas des éléphants. Donc, ça nous donne une petite marge de manœuvre, mais ça veut dire que toute notre capacité d'analyse, de compréhension des enjeux, des dangers du moment, et de définir une vision et une stratégie pour nous-mêmes, une stratégie complexe à plusieurs pôles, parce qu'il y a multiples choses en jeu pour le monde et pour nous en ce moment, ça demande des États très fonctionnels. Mais est-ce que vous pouvez préciser, pour stratégie, c'est quoi un État fonctionnel, rapidement? Alors, ça demande des États qui sont fonctionnels au moins à 3 niveaux. Le premier, c'est la présence. L'État doit être un État. Il doit couvrir son territoire géographique, ce qui est déjà un défi pour beaucoup de pays africains. Beaucoup d'États africains n'ont pas le contrôle de leur espace géographique totalement. Mais c'est aussi une présence vis-à-vis du citoyen. C'est une présence qui permet aux citoyens de savoir que je suis citoyen d'un pays, j'appartiens à un pays et ce pays a un État. À travers notamment les services administratifs, sociaux. J'ai l'eau. J'ai l'électricité. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et malheureusement, on le dit en rigolant, mais malheureusement, on est toujours à quelque part entre, pour ces services de base là, quelque part entre 30 à 50% des Africains qui n'ont pas ces services de base, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit l'accès à l'école, que ce soit l'accès à la santé, etc. Des services administratifs. J'ai une carte d'identité. J'ai un acte de naissance. Dans nombre de nos pays, 30-40% de la population n'ont pas ces titres. N'ont pas ces titres-là. De citoyenneté basique. Voilà. Donc, la présence. On pourrait élaborer... Et je renvoie les gens sur notre site avec des articles qui détaillent mieux ce concept. Absolument. Deuxième élément, c'est la sécurité et la durabilité. Et ce que ça veut dire, c'est que j'ai une sécurité en ce qui concerne mes droits. Je suis un citoyen, j'ai droit à l'eau, j'ai droit à la terre, j'ai droit à l'école, j'ai droit à un emploi. Est-ce que ces droits-là sont sécurisés par la loi, par des institutions, par les services? C'est-à-dire que j'ai un problème avec monsieur et si Franck et on peut de manière sécure aller à la justice. Les mécanismes de recours doivent fonctionner. Voilà, doivent fonctionner. Donc la sécurisation des droits des citoyens. Mais on a parlé des institutions, on a parlé de la loi, on parle des politiques parce que ça ne peut pas être ponctuel.
ça ne peut pas être ce que nous connaissons un peu trop bien en Afrique. Il y a une crise, on a déployé le sous-préfet, le ministre, parfois même le chef d'État. On a traité de la crise en ce moment, mais on n'a pas traité le fond de la crise. On n'a pas traité la crise de manière à ce que tous les autres qui pourront un jour avoir cette même crise-là ont une solution, etc. Donc, c'est les institutions, c'est tout ce qui assure la continuité de l'État au-delà des individus qui peuvent être au pouvoir à un moment X. Donc ça, c'est la durabilité voilà. Et la sécurité. Second pilier de l'État fonctionnel. Second pilier. Troisième pilier, c'est l'adaptabilité et l'espoir. Est-ce que j'ai des solutions non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain et après-demain? Nous voyons ça, je crois que les meilleurs dans le monde dans ça, ce sont les Asiatiques, qui font des planifications sur 15 ans, sur 20 ans, sur 50 ans. Donc, qui sont en train de définir des solutions aujourd'hui pour des populations qui ne sont pas encore nées. Quand vous avez ce type d'État, vous avez de l'espoir. Vous avez de l'espoir parce qu'il y a une projection, il y a une prévisibilité, il y a un chemin que nous suivons. Absolument. Et ça permet aux citoyens de dire, si je n'ai pas un emploi aujourd'hui, je vois bien qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui va m'assurer un emploi demain. C'est aussi des questions d'adaptabilité parce que le climat change, il y a des conflits, il y a un monde qui est en turbulence, il y a des pandémies. Est-ce qu'on a pensé des solutions pour au cas où? Voilà. Et ça relève aussi un autre aspect que je dirais, la dimension agilité et aspect institution apprenante. Voilà. Puisque dans ce monde qui bouge beaucoup, un État fonctionnel, c'est aussi un État qui est capable de s'adapter parce qu'il mobilise de façon efficace l'intelligence collective, les différentes expertises en son sein et au-delà pour justement trouver de nouvelles solutions. Donc on retient qu'en fait, dans le nouveau contexte actuel, il y a 3 menaces qui pèsent. Donc, comme nous sommes toujours orientés sur le changement intérieur-extérieur, la stratégie, on dirait que 80% réside dans le déficit d'État fonctionnel. Absolument. Et qui fait donc que les Africains, l'Afrique reste le terrain de jeu des puissances qui se déploient parce qu'elles ont des agendas et qui fait aussi que sur le plan international, elle a du mal à peser. Elle reste spectatrice. Voilà. Exactement. Donc ça nous amène, parce que j'ai vu que depuis le début, vous bouillonnez sur les solutions, parce que la stratégie, on est orienté solutions. On sait tout ce qui ne va pas depuis des années. Oui. Alors, donc la question c'est, pour arriver aux solutions, d'abord c'est quoi les opportunités? Vous avez commencé à déjà dire, le regard n'est pas fixé sur nous. Donc c'est peut-être l'occasion pour nous de nous réorganiser, de nous renforcer. Et par exemple, vous dites dans cet article d'avril 2025 que c'est le moment de penser une stratégie géopolitique, voilà, assumée. Oui. Voilà. Et qui s'articule autour de la question du non-alignement. Absolument. Alors, en matière de rhétorique, nous sommes bons, hein, nous les Africains. On a un très bon discours. On aime les mots souveraineté, on aime le mot non-alignement, qui vont ensemble. Ça veut dire que, et c'est des orientations tout à fait logiques pour des peuples colonisés, des peuples qui ont subi la colonisation. On ne veut pas avoir de maître. On ne veut pas avoir de maître, on ne veut pas avoir d'obligation. Et revenant aux éléphants qui se battent, on n'a pas envie d'être du côté d'un éléphant. Hein? Eux, ils se battent là pour des raisons qui sont propres à eux. On n'a pas envie de se retrouver au milieu et d'être piétiné parce qu'on a décidé de se pencher d'un côté ou de l'autre. Notre intérêt se situe à regarder chaque opportunité économique, politique, militaire, considérer nos intérêts, considérer le poids de ce qu'on a en face et de dire, cette fois-ci, je choisis d'être votre partenaire. Je choisis d'être en partenariat avec les États-Unis sur le cacao, peut-être, pendant que, en ce qui concerne mon pétrole ou bien mes minéraux, je choisis d'être en partenariat avec la Chine. Ce non-alignement-là nous permet, nous,
d'avoir une marge de manœuvre, de rester focalisé sur nos intérêts. Mais il est impossible pour les Africains en stratégie individuelle. Revient le défi de la fonctionnalité. Il est impossible, aucun pays africain ne pèse suffisamment dans le monde pour commencer à dire, moi, prenons les grands pays africains, le Nigeria, moi l'Afrique du Sud, moi l'Égypte, je vais aller dans ce terrain mondial. Non, ils vont perdre. Ils vont perdre. Donc, l'opportunité pour l'Afrique, qui est réelle aujourd'hui, c'est le non-alignement, mais ça exige à la base que l'Afrique, entre elles, prend des décisions sur ces enjeux stratégiques en ce moment et décide comment elle va peser sur chaque dossier. Parce que comme il s'agit du non-alignement, ce n'est pas une ligne continue sur tous les sujets. Donc, voilà. Un second point, c'est un phénomène qui a beaucoup capté l'attention depuis au moins 2021, notamment en Afrique francophone, mais je pense plus largement en Afrique. Sont les transitions militaires en cours au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Transitions qui ont permis la résurgence d'un nouveau discours souverainiste, d'un discours par certains accents, même si dans la pratique c'est discutable, qui revendique un non-alignement. Et pour vous, dans votre article, j'ai bien noté que vous dites c'est l'opportunité d'accélérer et de peut-être faire aboutir la dernière étape des indépendances. Parce que nous sommes à 65 ans après les indépendances, et à travers ces régimes, malgré toutes les critiques, et la réalité qui est loin du discours et des promesses, on observe au moins que dans l'imaginaire, on a réintroduit, et ça séduit les nouvelles générations, l'idée que le destin de l'Afrique, c'est d'exister par nous-mêmes, de nous tenir par nos deux pieds. Et ça, vous dites que dans le contexte actuel, c'est une formidable opportunité aussi à renforcer. Absolument. Alors, on doit le dire clairement. Moi, personnellement, les régimes militaires, je ne pense pas que c'est la solution. Mais il est important aujourd'hui de ne pas s'arrêter dans le constat et dans l'observation au fait que, oulala, il y a eu un coup d'État militaire. Ce n'est pas souhaitable, bien sûr. Mais on doit revenir au pourquoi il y a eu ce coup d'État militaire et qu'est-ce qui séduit? Parce que c'est un fait. Ce n'est pas si nous on aime ou on n'aime pas. Les jeunes Africains sont très séduits par ces régimes militaires. Et c'est ce qu'ils ont provoqué dans notre imaginaire, à nous tous, même nous qui n'y croyons pas. Ça a provoqué quelque chose dans notre imaginaire parce que la vision qu'ils proclament est une vision de souveraineté, de contrôle de nos ressources, de définition par nous-mêmes de notre vision et de capacité malgré le fait d'être des petits. Donc malgré le fait que peut-être on n'a pas la même force militaire que les autres, on n'a pas la même force économique que les autres, mais on a la dignité, l'intelligence, l'agilité pour pouvoir définir des stratégies, déjà définir ce que nous appelons développement pour nous-mêmes et la stratégie pour y arriver. C'est très séducteur. Et c'est séducteur pas seulement à cause du discours, mais à cause de ce que ça provoque au plus profond de nous en tant qu'Africains. Parce que ça renvoie, ça apporte un pansement à une blessure historique qui est celui de la colonisation et de la néocolonisation. Donc, ces régimes militaires qui sont à condamner en ce qui concerne le respect des droits humains, qui sont à condamner en ce qui concerne même le respect de l'état de droit dans beaucoup de... Bref, la restriction de l'espace civique. On doit les accorder le fait qu'ils ont provoqué en nous cette possibilité qui s'était endormie, on doit l'avouer, qui s'était endormie, d'être des véritables États souverains
d'être des Africains qui définissent pour eux-mêmes ce qui peut être leur avenir. Et on doit dire que ils nous provoquent aussi, nous, tous ceux qui croient en la démocratie, qui croient en l'état de droit, qui croient que les transitions doivent se passer de manière où c'est le peuple qui décide, nous devons bâtir les systèmes qui rendent ça possible. Nous devons absolument, si nous ne voulons pas que ça se passe par coup d'État militaire, à nous. On en revient encore toujours au fameux concept de stratégie d'État fonctionnel. Absolument. Et ça m'amène dans un autre point, parce qu'on note qu'il y a donc l'opportunité de réactivation de cet imaginaire de souveraineté, mais auquel on doit donner un contenu. Voilà. Un contenu en termes de fonctionnalité de l'État, un contenu en termes de respect des droits des populations, parce que en fait, le développement, c'est, si vous voulez, la facilitation de l'expression des potentialités des Africains. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il y a un autre point qui a aussi été marquant, c'est à travers la crise qu'on observe au Moyen-Orient, notamment Israël-Palestine, on a vu que l'Afrique pouvait, sur certains sujets, avoir un leadership mondial. Oui. Dans ce grand désordre du monde où toutes les puissances montrent une forme d'incohérence par rapport aux principes qu'ils proclament et aux actions qu'ils mènent, on a vu que l'Afrique du Sud nous a rendu aussi tous fiers. L'Afrique du Sud... moi, si j'avais à voter un Country of the Year, le pays de l'année, ce serait l'Afrique du Sud. Et c'est sans se voiler sur tous les problèmes que l'Afrique du Sud a. L'Afrique du Sud a des sérieux problèmes de gouvernance interne, de satisfaire les besoins de fonctionnalité de l'État à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Mais sur l'échiquier mondial, l'Afrique du Sud a sauvé l'honneur de l'Afrique et a sauvé l'honneur de tous les pays et tous les citoyens, parce que même dans les pays qui aujourd'hui bafouent les droits humains, bafouent l'état de droit, on voit tous les week-ends des citoyens qui sont dans la rue pour défendre ces droits-là. Donc l'Afrique du Sud a été un port-étendard pour tous ceux qui disent que les droits de l'homme, on doit encore les respecter et on doit les respecter pour tout le monde, pas pour certains et pas pour d'autres. L'état de droit, ça s'applique à tout le monde. Le droit international, on doit l'avoir. Et Franck, il vient de le refaire encore avec l'invasion du Venezuela par les États-Unis. L'Afrique du Sud est la voix africaine qui est sur la place mondiale aujourd'hui pour dire non. Oui, et bizarrement, il n'y a aucun autre pays africain qui s'est prononcé. Voilà. Et je trouve même que sur la Palestine, l'Afrique n'a pas saisi. L'Afrique du Sud a ouvert une porte et l'Afrique dans son ensemble, il y a quelques pays de l'Afrique australe qui les ont rejoints dans leur plainte contre Israël au CPI, mais l'Afrique, avec ses institutions, l'Union africaine, etc., n'a pas fait des assises. À mon avis, on est à l'heure des assises. Je dois avouer, un peu paniquée parce que je ne vois pas les réunions africaines. Je ne vois pas les chefs d'État, les ministres de l'économie, les ministres des Finances. Vous faites allusion à ces réunions d'urgence pour se poser la question, qu'est-ce que signifie, par exemple, les dernières actualités au Venezuela et quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place? Les États-Unis, M. Trump a envahi le Venezuela en disant clairement au monde, je veux le pétrole. Depuis qu'il y est, il parle du pétrole, du nombre de barils, de comment on va les vendre, etc. Comment est-ce que nous, Afrique, avec le Nigeria, avec le Venezuela, avec l'Algérie, avec le Cameroun, tous ces pays producteurs de pétrole, c'est quoi notre stratégie? Le prix du baril risque soit de grimper de manière extraordinaire, soit de chuter de manière extraordinaire. On ne peut pas se permettre d'être assis en ce moment sans
réflexion dans l'attentisme. et analyse approfondie. Donc, l'Afrique a une opportunité et il faut savoir que ce n'est pas une opportunité seulement de moralité. Hein. Le respect des droits humains, l'état de droit, ça protège qui? Ça protège les plus faibles. Bien sûr. Les forts, en ce moment, sont en train de nous faire la démonstration de leur force. Aujourd'hui, moi j'analyse en disant les seuls pays qui sont à l'abri sont les pays qui ont une arme nucléaire en ce moment. Et surtout, contrairement, moi je voulais tordre le nez à un mythe selon lequel les droits humains, c'est une importation occidentale. Si par exemple on analyse l'action actuelle de l'Afrique du Sud, je dirais que c'est cohérent avec au moins 2 grands référents, que ce soit en Afrique sahélienne, que ce soit en Afrique bantou. Par exemple, en Afrique bantou, il y a le concept d'Ubuntu qui dit que je suis parce que nous sommes. Donc, ce qui affecte les autres nous affecte aussi. Absolument. Et on oublie de dire qu'avant les déclarations universelles des droits humains, il y a la charte du Mandé. Absolument. Qui en Afrique de l'Ouest régissait les rapports, était très avancée, était même charte au-delà des droits humains, c'était pour les droits des êtres vivants parce que ça régissait et codifiait la coexistence entre les êtres humains et les autres êtres, comme les animaux et l'environnement. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en fait, le retour à nos sources même nous commande de ne pas être attentistes et d'être les champions d'un certain type de valeurs sans lesquelles tout s'effondre. Tout s'effondre et de manière encore plus... parce que là, c'est vraiment des chartes et des croyances fondamentales à la pensée, la philosophie africaine, mais de manière encore plus, je dirais, pratique, et c'est l'Afrique du Sud l'a beaucoup exprimé, on ne peut pas avoir vécu l'apartheid et puis rester tranquille quand l'apartheid est en train de se mettre en place. On ne peut pas avoir été colonisé. Voilà, donc nous les colonisés, on est trop silencieux en ce moment. Que ce soit nos dirigeants, que ce soit nous en tant que peuple, on est trop silencieux en ce moment et c'est dangereux pour nous. Ok. Alors une autre opportunité sur laquelle on revient depuis des années, mais sur laquelle nous on a avancé, dans le sens, quand je dis nous, en stratégie, vous avez commis un article encore sur comment l'Afrique peut gérer au mieux ses ressources, ses ressources naturelles. Et nous-mêmes, en tant que cabinet, on accompagne plusieurs coalitions de la société civile qui veillent à ce que les ressources africaines soient gérées dans la transparence et au profit des populations. Donc, vous avez dit dans l'article qu'un des atouts à valoriser, une des opportunités, c'est la ressource humaine, parce que c'est un continent jeune. Le reste du monde est vieillissant, il aura besoin de la ressource humaine africaine. Et il y a les ressources du sol et du sous-sol naturel. Absolument. Dans ce contexte où on voit justement l'appétit des puissances pour les ressources, est-ce que l'Afrique peut se permettre de ne pas avoir une stratégie? Non. Et si on n'a pas de stratégie, et là on est dans l'extrême urgence, parce que la guerre que les éléphants se font là, c'est les ressources sont au centre de cette guerre. L'Afrique détient une partie significative des ressources du monde. Que ce soit notre capacité de travail, donc la ressource humaine, que ce soit le sol, les terres arables, on en a 65% qui sont en Afrique pour le monde entier, que ce soit les minéraux, que ce soit l'or, le pétrole, les minéraux critiques, le coltan, le cobalt, etc. L'Afrique détient une partie significative. Et sur certains minéraux, nous sommes détenteurs à 50%, 60%, voire 80% de ce minerai en particulier. Donc, l'Afrique a intérêt vraiment à développer une stratégie parce que ce que les plus forts sont en train de nous dire, c'est qu'on va venir chercher. Si nous, on n'a pas de stratégie proactive pour dire, si vous voulez nos minéraux, voilà comment est-ce qu'on entend négocier ça, on risque vraiment de se retrouver, et une stratégie, encore une fois, collective, parce qu'aucun pays seul ne peut faire face. Si on n'a pas une stratégie collective, c'est là où je dirais est le danger le plus
le plus fort pour l'Afrique en ce moment et le danger le plus immédiat. Voilà. Voilà. Donc, on se dirige vers la fin. On va pas présenter les opportunités. Vous avez présenté des actions clés qui sont urgentes. On a déjà dit que la plus urgente, c'est améliorer la fonctionnalité des États. On a déjà dit qu'il faut investir massivement dans le capital humain africain parce que sans l'éducation, sans la formation, parce que ce qu'on comprend souvent, c'est que on oublie de rappeler que la plus grande richesse, en fait, c'est la matière grise. Absolument. Avoir les matières du sol et du sous-sol. Absolument. Et l'Afrique a du potentiel, a une jeunesse, et il faut absolument accélérer les réformes et investir massivement dans les services qui permettent donc à ce capital de pouvoir transformer l'Afrique. Franck, la propriété intellectuelle, on a parlé de ça dans cet article, qui est, les gens ne se rendent pas compte, mais la grande richesse dans le monde aujourd'hui est la richesse de la propriété intellectuelle. Donc, les économies des États-Unis, de la Chine, sont bâties aujourd'hui sur la propriété intellectuelle. Or, l'Afrique, déjà, a tellement donné de savoir et de savoir-faire au monde de manière gratuite. Elle se fait voler beaucoup de savoir-faire. Et on a intérêt aujourd'hui à faire de la propriété intellectuelle un objectif, c'est-à-dire que nos connaissances en matière de tout ce qui est santé, avec les médicaments ne sont que des produits naturels transformés. Donc, et nous, on a le savoir sur les plantes, les herbes, la forêt, etc., qui reste pas codifié déjà dans nos propres pays, pas breveté, et nous ne nous rendons pas compte que c'est une ressource énorme pour le monde entier que nous ne devrons pas ni négliger, ni donner gratuit, ni laisser comme ça ouvert pour que n'importe qui puisse venir le collecter comme ils le font depuis plus de 100 ans aujourd'hui. Et toujours autour de cette question du capital humain, c'est aussi important de relever qu'une des grandes menaces, c'est la fuite des cerveaux. Absolument. Le brain drain absolument inquiétant, parce que le meilleur des ressources formées par les maigres ressources financières des États africains sont captées sur le plan de la santé, sur le plan universitaire, les principales forces économiques pour encore aller renforcer les économies déjà avancées. Et ça, dans les suggestions que nous avons faites, comme d'habitude, on ne peut pas prendre une suggestion seule. Ces suggestions-là, l'investissement en capital humain, la fonctionnalité de nos États, mobiliser l'argent africain, tout ça est lié. C'est un tout. Nos cerveaux fuient parce que nous ne ramassons pas les ordures et que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à vivre dans les ordures tous les jours. Nos cerveaux fuient parce que les gens se rendent compte que j'ai un enfant qui a une maladie particulière et si je reste dans cet environnement, mon enfant risque de mourir. Les cerveaux fuient parce que on a des personnes brillantes qui veulent faire de la recherche, qui veulent travailler sur la solution à nos problèmes. On ne les paye pas. Non seulement on ne les paye pas, on ne les donne même pas les laboratoires dans lesquels il faut qu'ils travaillent. Encore pire, parfois, quand il fait un petit pas et qu'il vient vers un État pour dire, voilà, j'ai fait de la recherche dans ce domaine, est-ce qu'on peut développer? Il est soit ignoré, soit même parfois piétiné. On ne peut pas créer de l'espoir dans des États dysfonctionnels. C'est un pilier de la fonctionnalité de l'État. Et tant qu'on ne peut pas créer de l'espoir, on va perdre les plus brillants. Ça me permet donc de terminer sur ces actions clés prioritaires. Vous parlez dans l'article de revenir et insister sur les fondamentaux. Oui. Les services de base. Absolument. Parce qu'au final, le développement, c'est améliorer le quotidien. L'eau. On a commencé par l'eau. Les nécessités. Voilà, vous savez que j'ai toujours ma petite blague où je dis que à l'Union africaine,
on devrait fixer 5 à 7 indicateurs clés. Ces services de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, la route. Et que pour pouvoir prendre la parole, on demande comment vous avez avancé, quel pourcentage de votre population cette année a eu accès à l'eau. Et en fonction de ça, vous avez droit à la parole, vous avez droit au vote. Sans ça, vous vous taisez, vous restez tranquille. Ce sera assez intéressant. Oui. Et peut-être un accélérateur. Oui, parce que à un moment, trop de stratégies complexes qui te dorment dans les tiroirs, à quoi ça sert? Nous, on gagne notre vie sur des conférences, des planifications, des développements de stratégies. Et on sait trop bien que sans les fondamentaux, vraiment, le reste, c'est la parlotte. On est en train de parler en l'air. On va pas... Je vois des pays qui font des stratégies pour aller en espace, je crois. Oui. Pour aller, pour aller en espace sans avoir l'électricité. Ça va se passer comment? On va parler numérique, développement technologique. Aujourd'hui, intelligence artificielle. On n'a pas l'électricité. Ça va se passer comment? Et ça, vraiment, ça rentre dans l'opportunité. Rentrons à la base. Les fondamentaux d'abord. Et c'est 80% du progrès. Les fondamentaux d'abord. Merci beaucoup, car je crois qu'on est déjà à la fin. Je veux juste résumer et interpeller ceux et celles qui nous suivent. L'entretien très riche qu'on vient d'avoir. Il ne prétend pas avoir tout touché, mais on espère qu'il vous a donné à réfléchir. Et pour poursuivre la réflexion, au niveau du cabinet, nous pensons qu'en 2026, s'il fallait retenir quelque chose, à la fois de l'article que nous vous invitons à lire sur le site de Stratégie et de cette vidéo, nous dirons que les questions clés que tous les leaders, tous les citoyens actifs, tous les syndicalistes, bref, tout Africain devrait se poser tout au long de 2026 pour mieux lire si on va dans la bonne direction ou pas, au niveau national ou au niveau continental, c'est est-ce que notre pays, notre sous-région, notre continent a élaboré une stratégie géopolitique audacieuse qui nous permet de ne pas être dans la simple réaction, mais qui est dans le non-alignement intentionnel et choisi. Quand on regarde tous les événements qui se passent. Une seconde question qu'on peut se poser, et ça nous permet de mieux évaluer, c'est est-ce que notre État devient de plus en plus fonctionnel, c'est-à-dire plus présent, plus centré, et qui livre des services clés et de base, de qualité aux citoyens. Est-ce que, et ça c'est un aspect qu'on a abordé dans une autre vidéo, notre État est en train de mettre en place les mécanismes pour réduire l'hémorragie financière, des flux financiers illicites, qui sont, je le rappelle, tellement plus importants qu'ils dépassent l'aide au développement et les investissements directs étrangers pour lesquels nous partons supplier les bailleurs internationaux. Et est-ce que nous investissons sérieusement dans le capital humain, la créativité, la propriété intellectuelle des Africains? Et enfin, est-ce que nos partenariats, nos ressources sont orientées vraiment vers les populations qui en ont le plus besoin maintenant? Parce qu'on a oublié de le dire, il y a une corrélation très forte entre l'absence de l'État, les services de l'État et le développement du terrorisme et des conflits dans tous les pays. Absolument. Et oui, vraiment, tout est lié. Tout est lié. Un indicateur dans ces zones de conflit, c'est le nombre de personnes qui ont une carte d'identité, qui ont un acte de naissance. Dans nos pays, ça a tendance à être les endroits où ce premier document d'appartenance à un État manque. Donc la fonctionnalité de l'État a un lien direct avec la sécurité et c'est une boucle parce que la dysfonctionnalité de l'État est à l'origine du conflit et seule la fonctionnalité de l'État va pouvoir résoudre ces conflits de manière durable et nous permettre de commencer l'essor de l'Afrique qui, à notre avis, en ce moment de turbulence, pendant que les éléphants se battent, nous avons l'opportunité de bâtir notre maison, de bâtir nos fondations et d'établir les éléments sur le respect des droits humains, le respect de l'état de droit, le non-alignement, notre souveraineté africaine. Merci beaucoup, Ka. Vous l'avez compris, à Stratégie, nous vous souhaitons que 2026 soit l'année du combat pour la fonctionnalité de l'État, pour l'effectivité de la mise en œuvre de notre potentiel, pour que, ensemble,
on quitte le stade de l'indignation pour celui de l'action. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Bonne année.